Merci à vous, Monsieur le Président. Bien entendu, je me permets également de remercier l'Université de Bourgogne et la Maison des Sciences de l'Homme de m'avoir convié à cette journée d'études. D'autant qu'initialement, je n'étais pas prévu, puisque c'était le professeur Jean-Marc Bahens, éminent spécialiste de droit positif de la vie du vin, qui devait intervenir. Il m'a néanmoins prié de le remplacer, et je vais essayer justement de vous faire part un petit peu de mes connaissances et sur l'évolution du contexte juridique vitivinicole dans lequel les appellations d'origine ont pu se développer, on va dire, à partir des années 50, essentiellement. Alors, l'objectif de mon intervention, vous l'aurez compris, est sensiblement différent de celui de la plupart des interventions qu'on a pu entendre hier, puisque je ne vais pas vous parler à proprement dire de l'INAO ou des AOC, mais du contexte juridique général dans lequel ces monuments de notre droit vitivinicole ont pu évoluer. Ce contexte donc sera dédié au droit du vin, même si hier nous avons parlé de la filière agroalimentaire en général également, car c'est tout simplement grâce au vin, vous le savez, que la notion juridique d'appellation d'origine est apparue en France initialement et s'est ensuite développée via le droit communautaire avant de s'appliquer donc à l'ensemble des produits. La saine compréhension de l'arsenal législatif et surtout réglementaire relatif à la protection de la qualité vinicole sur l'ensemble du XXe siècle ne peut se faire qu'à l'aune des dispositions qui ont été prises dans le même temps en matière de régulation du marché. Car il y a une certitude en la matière, c'est que si la protection de la qualité en matière vinicole passe par la systématisation de la protection de l'origine géographique, eh bien, elle ne peut se faire en amont comme en aval que par un contrôle strict de la quantité des vins de consommation courante, c'est-à-dire les futurs vins de table, désormais vins sans indication géographique. Alors, historiquement, en effet, c'est en luttant contre l'anarchie vitivinicole que les pouvoirs publics en France ont réussi à préserver le bel édifice représenté par les appellations d'origine. C'est notamment en définissant juridiquement le vin, je vous le rappelle par la célèbre loi Griffe du 14 août 1889, et c'est en luttant contre les tromperies ou les falsifications via la non moins célèbre loi de 1905 que le législateur a réussi à circonscrire l'essence de ce qui fait le vin naturel. De là la possibilité de mettre en valeur, dans un second temps, l'originalité des vins de France à travers leur qualité substantielle garantie par l'AOC en 1935. Les années 30, comme l'ensemble de la seconde moitié du XXe siècle, sont quant à elles celles de la recherche permanente d'un ajustement de l'offre à la demande. La surproduction est en effet devenue, à partir des années 1900, vous le savez, le fléau de la viticulture française, depuis sa reconstitution après le désastre phylloxéraque. Le statut de la viticulture, dont nous avons déjà parlé hier, qui était mis en place entre 1931 et 1935, et qui sera, je le rappelle, codifié en 1936, est à son tour un élément de l'édifice tendant à préserver la qualité vinicole, parce qu'il permet de rétablir un équilibre dans la production de la qualité moindre que celle inscrite dans les AOC à proprement parler. Je pourrais faire de la provocation et dire que tout a été dit dans les années 30. Bien entendu, je ne le ferai pas. Le statut de la viticulture met en effet en place les instruments juridiques et économiques que nous connaissons encore aujourd'hui et qui seront repris par le droit communautaire. Pour autant, le système ainsi mis en place durant l'entre-deux-guerres va être affecté durant les années 50-60 par la France, avant que les dispositions communautaires ne prennent le relais à partir des années 70. Lorsque François Ronsin m'a proposé d'intervenir, évidemment, il m'a dit « vous aurez 15-20 minutes pour énoncer vos propos », je me suis vite rendu compte que c'était une gageure. Vous aurez donc compris que je vais me contenter de quelques exemples permettant d'illustrer mes propos afin de donner donc une évolution générale de l'ensemble. Il n'en demeure pas moins que le contexte dans lequel les AOC ont vu le jour et se sont développés pourra s'apprécier dans un premier temps par,
le prisme de la gestion du potentiel productif à proprement parler, et puis dans un second temps, de manière plus rapide, je m'appesantirai sur, finalement, l'apparition de quelques catégories juridiques de vins qui ont pu s'épanouir à côté des vins d'AOC à proprement parler. Voyons la gestion du potentiel vitivinicole. Alors, comme je l'ai dit, il n'est pas possible de comprendre la réglementation française et communautaire contemporaine sans faire une incursion autour du statut de la viticulture, même si Jean-Marc Bailleul en a parlé hier. Il s'agissait à l'époque de mettre en place un prix social du vin. Ça, c'est très important, il faut l'avoir à l'esprit. Et dans le dessein de réaliser une restriction de la production, 4 grandes séries de mesures sont prises et se sont combinées. Les redevances imposées au haut rendement et aux récoltes importantes, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure, la limitation des plantations, bien entendu, l'arrachage volontaire ou forcé des plants, et puis la prohibition de certains cépages. Le marché, quant à lui, tend à être équilibré par la mise en place d'autres moyens, tels que le blocage à la propriété, tels que la distillation obligatoire d'une fraction de la récolte afin de résorber les excédents, bien entendu, et puis aussi l'échelonnement des sorties de la propriété durant la campagne afin d'empêcher l'effondrement des cours au-dessous des coûts de production. Alors ce bel édifice, éminemment teinté du malthusianisme économique, n'aplanit pas pour autant toutes les difficultés. En effet, le blocage destiné à reporter les surplus sur la campagne suivante entraîne la constitution de stocks très importants, sans compter que le recours à la distillation obligatoire encombre de l'autre côté le marché de l'alcool. Et donc, tout comme le conflit de 14-18, la Seconde Guerre mondiale, et Christophe Lucan hier l'a montré, le second conflit mondial va provoquer un assainissement du marché des vins en raison d'une baisse brutale de la production métropolitaine, mais aussi algérienne, vous le savez. En fait, entre 1940 et 1944, la situation de pénurie fait que la plupart des dispositions du statut de la viticulture sont abandonnées au profit de mesures destinées à assurer le ravitaillement de la population, et on va même inverser certaines tendances en supprimant les mesures restrictives en matière d'irrigation, par exemple, ou encore en matière de cépages interdits ou de plantation. Toutefois, le décret du 6 septembre 1949 abrogera la plupart de ces mesures de circonstance. Pourtant, vous le savez, les démons de la surproduction vont réapparaître très rapidement dès les années 50. Aussi, une loi du 11 juillet 1953 sur le redressement économique et financier va-t-elle donner au président du Conseil des pouvoirs spéciaux afin de prendre le célèbre décret-loi du 30 septembre 1953, mettant en place ce que l'on peut appeler une véritable charte de l'économie vitivinicole, et cette charte va être destinée à orienter la production et à assainir à terme le marché du vin. Alors, dans ce décret-loi, bien entendu, les rendements importants sont encore plus frappés. Nous le reverrons dans la communication ultérieure. Des blocages prévisionnels sont également prévus à la propriété. Ils sont suivis également de blocages définitifs, éventuellement. Une distillation obligatoire d'une partie des quantités bloquées est également prévue. On tend d'autre part à relever la qualité des vins mis sur le marché en généralisant les prestations d'alcool vinique, c'est-à-dire la destruction des sous-produits de la vinification, tels que les lies, tels que les mares, ce qui permet à terme de faire disparaître les vins de presse dont la commercialisation s'avère néfaste, tant au point de vue de la dégradation des prix que de l'altération de la qualité des produits de manière générale. On élève également le degré minimum des vins de consommation courante, bien entendu des vins légaux, loyaux et marchands. Surtout, l'article 23 du décret-loi prévoit la coordination et l'orientation de la production des vins de consommation courante par le biais de l'Institut des vins de consommation courante, le futur ONIVIT de 1976, futur ONIVIN de 1983, avant de disparaître, vous le savez, dans le cadre de Vinifond. L'Institut des vins de consommation courante veille à l'application des prescriptions gouvernementales. Il veille à la surveillance des plantations, à la surveillance des arrachages. Il veille également à la détermination des cépages recommandés, autorisés ou prohibés. Et surtout, je cite, il établit un recensement général du vignoble. C'est-à-dire le classement des terroirs en régions qualifiées pour la viticulture, mais aussi en régions de reconversion. C'est-à-dire les régions dans lesquelles on va envisager, je cite, la possibilité de substituer à la vigne des cultures plus rentables économiquement. On vise également la détermination de cépages recommandés, autorisés et tolérés temporairement, voire prohibés, bien entendu.
Surtout, le décret-loi prévoit la mise en place d'un cadastre viticole. Ce cadastre doit permettre au pouvoir public de s'informer et de connaître le plus minutieusement possible le vignoble. Si certains vignobles étaient alors bien connus, et déjà depuis le XIXe siècle, je pense au Val-de-Loire, je pense à la Bourgogne, eh bien, la connaissance du vignoble français demeurait néanmoins fragmentaire, elle demeurait trop imprécise, malgré une diversité des sources impressionnantes. Je vous rappelle que depuis 1907 existe la déclaration de récolte et de stock. Je vous rappelle qu'existent également des enquêtes par sondage, notamment en Languedoc-Roussillon, qui étaient très importantes depuis le début du XXe siècle. Finalement, sortir de la guerre, malgré aussi les monographies, les monographies sont très importantes à cette époque-là, notamment Julien, la topographie de tous les vignobles connus, ou Jules Bliot également, qui avait été créé à l'époque. Bien, au sortir de la guerre, les structures quantitatives et qualitatives, telles que l'âge, telles que les cépages ou les distances de plantation, eh bien, ces structures sont loin d'être satisfaisantes en raison notamment d'erreurs d'appréciation, en raison des producteurs eux-mêmes dans leurs déclarations. Une grande enquête est alors menée dans tout le vignoble français à cette époque-là, qui pousse environ 12 000 enquêteurs à intervenir sur près de 21 000 communes et 79 départements, ce qui est très important pour l'époque, bien entendu. Et les réponses sont données par les viticulteurs afin d'élaborer des fascicules départementaux. Ces fascicules vont préciser l'importance du potentiel viticole, le nombre d'exploitations, le nombre de parcelles, les superficies, les droits de plantation, etc. Et on fixe également la répartition des exploitations selon les modes de faire valoir. Cela est très important. On regarde également l'implantation géographique du vignoble, les aires de production, la structure selon les vignes, et puis l'encépagement dans le détail. Ce vaste ensemble va permettre in fine d'influer grandement sur la politique viticole française, puisqu'un classement des terroirs en vue d'une implantation rationnelle des vignobles apparaît finalement, ainsi qu'une réduction du vignoble qui va devenir possible afin de mettre en œuvre une politique de la qualité à plus long terme. Eh bien, ce modèle qui s'est mis en place donc, au début des années 50 va influer largement sur le droit communautaire, vous le savez. Le règlement CE du 4 avril 1962 disposait déjà, quant à lui, l'objectif d'un cadastre. Il fallait réunir de nombreuses données, telles que la superficie totale cultivée en vigne, les modes de faire valoir, etc. Une mise à jour annuelle était également prévue dans le sein de ce règlement. Et donc vous voyez que l'édifice contraignant, très contraignant, qui a été mis en place à cette époque-là, eh bien, dans le cadre de la politique agricole commune qui se mettait en place également, va être adouci peu à peu dans le cadre des années 60, puisqu'il faut se préparer justement à l'entrée de la France dans l'espace communautaire. Alors les bases de la future réglementation vitivinicole européenne sont jetées, vous le savez, par le TCE du 4 avril 1962 qui porte un établissement graduel de l'organisation commune de marché. Alors il s'agit bien entendu d'atteindre les objectifs de l'article 33 du TCE. Je vous cite les considérants puisqu'ils sont importants. La production vitivinicole constitue un élément important du revenu agricole et l'organisation commune doit tendre à une stabilisation des marchés et des prix par une adaptation des ressources aux besoins, adaptation fondée notamment sur une politique de qualité. Alors, dans l'attente du démarrage effectif de la communauté, il est mis en place une période de transition. Une période de transition jusqu'au 28 avril 1970, et pendant ce temps, la France adopte une réglementation beaucoup plus souple que la précédente, en mettant en place des systèmes non plus forcément coercitifs ou d'assistance, mais des systèmes beaucoup plus incitatifs, tels que le système des prix directeurs, avec des prix d'objectifs, des prix indicatifs, des prix d'intervention, afin d'orienter au mieux l'offre à la demande. Alors l'OCM de 1970 est la véritable loi cadre, on va dire, du droit communautaire. C'est un compromis entre les diverses conceptions au sein de la communauté. On va définir les notions essentielles, on met en place les principaux mécanismes, finalement on établit les règles du jeu communautaire. Alors je ne m'attarderai pas sur cet OCM, puisque le temps m'est imparti. Néanmoins, il faut savoir que l'orientation libérale va au contraire décliner sur le modèle français finalement et devenir de plus en plus coercitive, notamment en 1976. Le règlement CE du 17 mai 1976 va chercher à adapter le potentiel viticole aux besoins du marché.
On va prévoir notamment le blocage de nouvelles plantations. Un deuxième décret du même jour va prévoir l'octroi de primes de reconversion. Je vous le rappelle, si vous ne vous en rappelez pas, que le Languedoc ou les Charentes sont particulièrement visés à cette époque-là, puisqu'on prévoit des mesures relatives au programme d'accélération de la restructuration de la viticulture ou de reconversion de certaines superficies plantées dans ces régions-là. En 1979, je vais un peu plus vite, une troisième OCM est adoptée qui va renforcer la politique de soutien du marché, notamment en matière de distillation, puisqu'on va prévoir 8 types de distillation différentes. Et surtout, pour la première fois au plan communautaire, on instaure la distillation obligatoire. Parallèlement, de nouveaux régimes de plantation sont prévus, la stimulation de reconversion avec abandon temporaire ou définitif est également prévue, et même des primes de cessation d'exploitation en France comme en Italie en 1980. On arrive à la fameuse réunion de Dublin, des 3 et 4 décembre 1984, qui permet aux membres de la CE de trouver un accord sur les solutions face à l'encombrement devenu chronique du marché. La réforme de Dublin repose alors sur le principe de la distillation obligatoire à bas prix, qui peut être décidée en début de campagne. Des critères de déclenchement sont simples, volume des stocks, niveau de récolte, prix du marché, etc. Bien entendu, tout cela dans le contexte de l'adhésion future de l'Espagne et du Portugal. Je vous passe les détails. En 1987, le casier viticole communautaire est mis au point, futur casier viticole informatisé, et jusqu'aux années 90. Donc, on va avoir des périodes finalement de régulation de la production. Les quantités vont être un petit peu moindres. Néanmoins, vous le savez, les futurs OCM, notamment de 99, vont revenir sur les principes que j'ai évoqués. Je conclurai très rapidement, puisqu'il y a beaucoup trop de choses à dire, bien entendu, sur la distinction entre les vins de table et les VDQS. Je m'arrêterai là, ce sera très rapide. Les vins délimités de qualité supérieure ont été mis en place pour faire échapper certaines vins de qualité aux règles de contingentement dont j'ai pu parler dans le cadre du statut de la viticulture. Cette catégorie a été mise en place en 1949 dans le cadre du CNAO. Vous savez que les VDQS ont été mis en place dans le cadre d'un contrôle de la qualité en organisant un système de labellisation via les syndicats viticoles. Un décret de 1960 donnera les conditions devant être appréciées par le syndicat des viticulteurs afin de mettre en place ces VDQS. Et puis ces VDQS, vous le savez, rejoindront la catégorie des VQPRD. Je ne rentrerai pas dans les détails, bien entendu, avant les réformes ultimes de la fin des années 90. Voilà, j'ai essayé de donner un topo très général, très simple, bien entendu, que vous connaissiez, mais qui était peut-être nécessaire de rappeler, pour voir un petit peu de manière très très large ce qui s'est fait donc, sur cette période-là. Je vous remercie.